Si vous écoutez ce podcast en 2025, la Seconde Guerre mondiale s'est terminée il y a 80 ans. C'est à la fois beaucoup et très peu quand on y pense. Pour certains soldats, notamment les prisonniers, il a fallu attendre quelques mois après la fin des combats pour qu'ils puissent enfin rentrer chez eux. Et pour d'autres, elle s'est arrêtée longtemps, très longtemps après l'armistice. Hiro Onoda, lieutenant de l'armée impériale japonaise, a rendu les armes en 1974. Pendant près de 30 ans, il est resté persuadé que la guerre n'était pas finie. Avant de vous plonger dans cette histoire hallucinante, installez-vous confortablement, vous écoutez Elessar. Hiro Onoda a 17 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939. Né le 19 mars 1922 au Japon, il travaille en Chine à ce moment-là, mais revient au pays en 1942 pour servir dans l'armée impériale. Pendant l'entraînement, sa hiérarchie repère son potentiel et décide de l'envoyer suivre une formation spéciale. L'objectif est de faire de lui un spécialiste de la guérilla et du renseignement. Il termine au grade de sous-lieutenant et part très vite sur le front. Sans le savoir, Onoda est déployé quelques mois avant la fin de la guerre en décembre 1944. Il atterrit aux Philippines sur la petite île de Lubang, à environ 75 km au sud-ouest de Manille. Elle est occupée par l'armée japonaise, mais plus pour longtemps. Onoda a pour mission d'empêcher un débarquement ennemi en détruisant la piste d'atterrissage et la jetée du port. Il doit aussi abattre tous les avions et bateaux qui s'approchent trop près. Avant de partir, les supérieurs d'Onoda lui donnent un ordre secret qui va à l'encontre du code militaire japonais traditionnel où l'on préfère mourir que se rendre ou être fait prisonnier. Vous avez l'interdiction absolue de vous ôter la vie. Ça pourra prendre 3 ans, ça pourra prendre 5 ans, mais quoi qu'il arrive, nous reviendrons vous chercher. En attendant, tant que vous avez au moins un soldat, vous devez continuer à le diriger. Peut-être que vous devrez survivre en mangeant des noix de coco. Dans ce cas, mangez de noix de coco. Vous ne devez jamais renoncer volontairement à votre vie. Onoda va respecter cet ordre à la lettre. Mais en attendant, il a une mission à accomplir. Sauf que sur place, il se rend vite compte que les officiers dont le rang est supérieur au sien n'ont aucune envie de l'aider. Au contraire, ils veulent absolument pouvoir quitter l'île par avion ou bateau avant l'arrivée des Alliés. Forcément, démolir la piste d'atterrissage ou la jeter n'est pas vraiment compatible avec une évacuation des troupes. Incapable de faire ce pourquoi il a été envoyé sur Lubang, Hiro Onoda assiste impuissant au débarquement américain 2 mois plus tard, le 28 février 1945. Les combats sont brefs. La majorité des soldats japonais encore sur place sont tués ou capturés. L'unité d'Onoda est presque décimée, mais conformément à l'ordre qu'il a reçu, il rassemble 3 rescapés. Le deuxième classe Yuichi Akatsu, 22 ans, le première classe Kinshichi Kozuka, 24 ans, et le caporal Soichi Shimada, 30 ans. Les 4 hommes s'enfoncent dans la jungle de Lubang. Onoda et son groupe continuent le combat en menant des actions de guérilla contre les Alliés, avant d'échapper aux représailles en s'enfonçant dans les montagnes. Dès le premier jour, manger ou boire devient aussi important que la mission. Par chance, il y a beaucoup de cours d'eau. La nourriture, par contre, c'est une autre histoire. Les 4 soldats ont réussi à s'enfuir avec des sacs de riz qui les rationnent pour les faire durer le plus longtemps possible, mais assez rapidement, ils arrivent au bout. Leur régime alimentaire se résume alors à des bananes qu'ils font bouillir dans l'eau ou du lait de coco. Onoda dira plus tard que ça les rend moins amères si elles ne sont pas mûres, et que ça a le goût de patates douces trop cuites. Environ 3 fois par an, il tue une vache qui a eu le malheur de s'éloigner de son troupeau et en fond de la viande séchée, environ 250 portions par animal. Pour tout le reste, riz, vêtements, tissus, outils, il pille les fermes alentours, évitant autant que possible la confrontation avec l'ennemi. Onoda et ses comparses sont concentrés sur leur mission et leur survie. Ils ignorent tout de ce qui se passe en dehors de Lubang. Ils ne savent pas que le 6 août 1945, une bombe atomique a réduit la ville d'Hiroshima en cendres, suivie d'une autre sur Nagasaki le 9 août. Et surtout, ils ne savent pas que le Japon a capitulé 6 jours plus tard avant de signer la fin des combats le 2 septembre 1945. Partout où les affrontements ont eu lieu, notamment sur les petites îles comme Lubang où il est si facile de se cacher, les Alliés lancent des tracts par avion pour dire que la guerre est finie et qu'il faut maintenant rendre les armes. En octobre 1945, le groupe d'Onoda en trouve un, laissé par terre par un Philippin.
Dessus, on peut y lire: La guerre s'est terminée le 15 août, descendez des montagnes. Mais Onoda et les 3 soldats n'en croient pas un mot. C'est forcément une ruse pour les capturer ou pire, les abattre. Quelques mois plus tard, à la fin de l'année 45, ils trouvent un autre prospectus. Celui-ci est signé par le général Tomoyuki Yamashita, commandant les forces japonaises aux Philippines, et dit en résumé que tous les soldats de l'armée impériale doivent se rendre. Onoda et les autres lisent le message plusieurs fois, analysent chacun des mots utilisés, et concluent encore une fois qu'il s'agit de propagande ennemie. En quelques minutes, ils disparaissent à nouveau dans la jungle. Nous sommes en 1949. Ça fait maintenant 5 ans qu'Onoda, Akatsu, Shimada et Kozuka continuent la guerre sans savoir qu'elle est terminée. Les Américains sont partis, mais qu'importe. Les Philippins sont les nouveaux ennemis du groupe. Ils continuent à mettre le feu aux maisons qu'ils pensent occupées par les militaires et à creuser des trous dans les routes ou la piste d'atterrissage de l'aéroport. Les rares fois où ils se font repérer, ils arrivent toujours à s'enfuir. Depuis le temps, ils ont appris à se réfugier dans un réseau de grottes que les habitants de l'île ne connaissent même pas. En septembre 1949, le deuxième classe Yuichi Akatsu ne s'entend plus avec le reste du groupe. Une nuit, il attend que tout le monde s'endorme, puis il s'en va sans un bruit. Il va passer 6 mois dans la jungle, seul. Mais au bout d'un moment, il en a assez. Vivre caché en permanence, lutter contre la pluie, le vent, les insectes, la faim, c'en est trop pour lui. En mars 1950, il se rend aux autorités philippines. Imaginez le choc quand il apprend que la guerre s'est terminée 5 ans plus tôt. Akatsu encaisse la nouvelle, puis raconte qu'il y a encore 3 autres soldats comme lui dans la jungle. Les Philippins décident alors de tout faire pour qu'il sorte. Ils lancent des équipes de recherche, mais les soldats ont l'habitude de se cacher, et elles rentrent les mains vides. On décide alors de diffuser des messages avec des haut-parleurs. La police, l'armée philippine, même Akatsu donne de la voix pour leur dire qu'il n'y a plus rien à craindre. Persuadé que l'ancien soldat a été capturé puis contraint de lire un faux message, Onoda et les autres ne bougent pas. Des tracts sont de nouveau largués par avion, mais quand il en lit un, Onoda trouve une faute d'orthographe qu'il trouve suspecte et se méfie encore plus. De toute façon, rien ne peut plus les convaincre, lui et ses camarades. Il dira plus tard que tout ce qui ne collait pas avec leur réalité était considéré comme faux. Yuichi Akatsu finit par rentrer au Japon. Il va voir les familles des 3 soldats restés sur Lubang et leur raconte tout. Pour elle qui pensait qu'ils étaient morts depuis des années, la surprise est immense. Il faut absolument arriver à les sortir de là. En février 1952, elles font larguer des lettres au-dessus de la zone de la jungle où sont cachés Onoda, Shimada et Kozuka. Les parents, frères ou sœurs, les supplient de se rendre, leur expliquent qu'ils sont là, dans leur maison, et qu'ils attendent leur retour. Ils joignent des photos récentes en guise de preuve. Et c'est justement ça qui fait échouer le plan. Onoda et les 2 autres ne savent pas que leurs villes ont été bombardées puis reconstruites. Ils ne reconnaissent pas les maisons qu'ils voient en arrière-plan derrière les membres de leur famille. Alors ils ont conclu que le Japon est occupé par l'ennemi et qu'il s'agit encore d'une ruse pour les capturer. Et n'oublions pas que depuis 1950, la guerre de Corée fait rage. Pour eux, les avions qu'ils voient passer au-dessus de leur tête sont la preuve d'une contre-attaque de l'armée japonaise. Elle va venir les chercher, c'est sûr. Ils doivent absolument tenir et continuer le combat. Des combats, justement, il y en a. Lors de leur raid, Onoda, Shimada et Kozuka tombent parfois sur des Philippins. En juin 1953, alors qu'un groupe de pêcheurs les surprend en train d'essayer de voler quelque chose, la situation dégénère et tout le monde se met à tirer. Shoichi Shimada est touché à la jambe, mais parvient à s'enfuir. Grâce aux soins d'Onoda, il se remet entièrement. Mais le lieutenant dira qu'après sa blessure, le soldat n'était plus le même. Il semblait fatigué, résigné, comme s'il sentait que cette histoire n'aurait pas une fin heureuse. Et il avait raison. Le 7 mai 1954, Shimada tombe par hasard sur une troupe de l'armée philippine qui s'entraînait près de sa position. Les soldats tirent. Le caporal Shoichi Shimada s'effondre. Il avait 40 ans. Onoda et Kozuka sont désormais seuls dans la jungle de Lubang. Mais ils ne se laissent pas abattre par la mort de leurs camarades, au contraire, ça les motive encore plus à mener à bien leur mission. Pendant ce temps, le Japon et les Philippins font tout ce qu'ils peuvent pour retrouver les 2 soldats. Les habitants laissent volontairement traîner des journaux ou des magazines japonais par terre, en se disant qu'Onoda et Kozuka vont tomber dessus et enfin comprendre que la guerre est finie depuis des années. Alors oui, ils les trouvent, mais les articles qu'ils lisent, les photos qu'ils voient, tout est beaucoup trop différent de leurs souvenirs. Ce sont forcément des faux fabriqués par les Américains, très élaborés certes, mais des faux. Un jour,
Le duo vole une radio à l'armée philippine. Onoda se branche à une fréquence militaire japonaise et un message se lance immédiatement. La guerre est terminée. Tous les soldats de l'armée impériale japonaise doivent cesser les combats et se rendre aux autorités du pays dans lequel ils se trouvent. Il en essaye une autre. La guerre est terminée. Tous les soldats de l'armée impériale. Le même message en boucle sur toutes les fréquences. Conclusion des deux soldats, ces Américains sont décidément très forts. Les mois passent, puis les années. Pour les Philippins les plus éloignés de la zone où se cachent Onoda et Kozuka, les deux soldats japonais qui continuent la guerre deviennent des légendes, de celles qu'on se raconte sans y croire. Les fermiers qui habitent près de la jungle, eux, savent qu'ils risquent de se faire tirer dessus, alors qu'ils vont simplement travailler. Et ça va durer comme ça encore 18 ans, jusqu'au 19 octobre 1972. Ce jour-là, Onoda et Kozuka brûlent des piles de riz récoltées par les fermiers. Ils font ça de temps en temps. En plus de perturber ceux qu'ils pensent servir au ravitaillement des troupes, c'est une manière de signaler aux éventuels soldats japonais qui verraient la fumée qu'ils sont là et qu'ils se battent toujours. Mais cette fois-ci, la police philippine est présente et elle tire sur les deux hommes en train de s'enfuir. Onoda s'apprête à disparaître dans la jungle, il regarde derrière lui et voit le corps de son camarade par terre, criblé de balles. Le soldat de première classe Kinshichi Kozuka est mort à l'âge de 51 ans. Il en a passé 27 dans la jungle de Lubang, persuadé que la Seconde Guerre mondiale n'était pas terminée. Hiro Onoda est seul. On se remet à sa recherche alors qu'on le croyait mort depuis 15 ans. Mais il parvient toujours à échapper aux équipes qui explorent la jungle. En 1974, le Japon apprend qu'Onoda est toujours en vie. Alors que le gouvernement réfléchit à une manière de le faire sortir, Norio Suzuki, un aventurier autoproclamé, déclare à ses amis qu'il va parcourir le monde pour trouver, je cite, le lieutenant Onoda, un panda et l'abominable homme des neiges, dans cet ordre. Il atterrit sur l'île de Lubang en octobre 1974. Et là, alors que le soldat échappe à tout le monde depuis presque 30 ans, Suzuki tombe sur lui après 4 jours dans la jungle. Onoda lève son fusil prêt à tirer, mais l'explorateur le déstabilise en lui disant « Monsieur Onoda, l'empereur du Japon et ses citoyens s'inquiètent pour vous. » Le soldat baisse lentement son arme. Ça fait 18 mois que Kozuka est mort. Parler un peu lui fera du bien. Finalement, les deux hommes discutent pendant des heures. Bien sûr, Suzuki explique que la guerre a pris fin en 1945 et qu'il serait temps de déposer les armes. Cette fois-ci, Onoda semble le croire, mais il reste un obstacle. Je ne me rendrai pas avant d'avoir reçu un ordre direct de mon supérieur. Très bien, qui est-ce? Le major Yoshimi Taniguchi. Suzuki note le nom du militaire, prend une photo avec Onoda en guise de preuve et lui promet de revenir aussi vite que possible. L'aventurier rentre au Japon et raconte son histoire aux autorités. Quand elles voient la photo, elles n'en reviennent pas. Onoda est vivant 30 ans après son déploiement aux Philippines. Les recherches pour retrouver le major Yoshimi Taniguchi sont lancées. Par une chance incroyable, l'homme est encore en vie. Après la guerre, il est devenu libraire à Tokyo. Une fois mis au courant, il ressort son vieil uniforme et monte dans l'avion en partance pour l'île de Lubang. Avec lui embarquent Norio Suzuki et Toshiro, 62 ans, le frère aîné d'Onoda. Le 9 mars 1974, le groupe retrouve le soldat. Quand il remarque son frère qu'il n'a pas vu depuis 30 ans, Onoda lui dit « Je suis désolé de t'avoir causé du souci aussi longtemps ». Puis le major Taniguchi lui annonce formellement la fin de la guerre et lui donne l'ordre de déposer les armes. Dans ses mémoires, Onoda écrit « Soudain, tout s'est assombri. Une tempête faisait rage en moi. Je me sentais idiot d'avoir été si tendu et prudent en allant à ce rendez-vous. Et pire que ça, qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années ?» La tempête se calma, et pour la première fois j'ai vraiment compris. Mes 30 ans en tant que guerriero pour l'armée japonaise étaient terminés. C'était la fin. J'ai tiré la culasse de mon fusil et vidé ses munitions. J'ai posé le sac que je portais en permanence et j'ai posé l'arme dessus. Est-ce que je n'aurais vraiment plus besoin de ce fusil que j'ai nettoyé et dont j'ai pris soin comme un enfant toutes ces années? Ou du fusil de Kozuka que j'avais caché dans une crevasse? Est-ce que la guerre s'était vraiment terminée il y a 30 ans? Si oui, pourquoi Shimada et Kozuka étaient-ils morts? Si tout ça était vrai, je n'aurais pas mieux fait de mourir avec eux? Le lendemain, 10 mars 1974, Onoda sort de la jungle, et la police l'arrête pour l'escorter. Dans son sac, des munitions et des grenades. Il porte également le sabre que les soldats japonais portaient à la ceinture pendant la guerre. C'est lui qu'Onoda remet solennellement au président philippin Ferdinand Marcos pour signifier sa reddition. Marcos, ancien soldat spécialiste de la guérilla lui aussi, lui rend son sabre et salue son courage. Presque 30 ans après avoir débarqué sur l'île de Lubang, Hiro Onoda n'est plus en guerre. Il a vécu dans la jungle 28 ans, 6 mois et 8 jours après la capitulation du Japon, en 1945.
Le chef d'État accorde aux soldats un pardon total pour la trentaine de victimes tuées durant cette période. Il considère qu'elles sont mortes en temps de guerre. La nouvelle est mal accueillie par les Philippins, surtout les familles des disparus qui espéraient justice. L'un des fermiers habitant près de la jungle est soulagé. Tous les ans, à l'approche des récoltes, il y avait une victime. Maintenant, les gens vont pouvoir retourner dans leurs fermes. Maintenant, on va pouvoir avancer. Hiro Onoda retourne au Japon dès 1974. Il est accueilli en héros, devenant le symbole du sens du devoir et du sacrifice. À sa descente de l'avion, 8000 personnes sont là, dont ses parents. Le gouvernement lui verse toute la solde qu'il aurait dû recevoir en tant que soldat entre 45 et 74. Anecdote amusante, le dentiste qui l'examine ne lui trouve aucune carie. Onoda explique que pendant ses 30 ans dans la jungle, il s'est brossé les dents tous les jours avec de la fibre de palmier. Si un jour ça vous arrive, vous savez maintenant quoi faire. Le Japon a énormément changé en 30 ans, et Onoda ne s'y sent plus chez lui. Toutes ces voitures, ces lumières, ces immeubles immenses, ces télévisions. Après avoir fait écrire son autobiographie qui est un immense succès, il part au Brésil, où il s'installe comme éleveur de bétail. En 1976, il se marie et devient une figure importante de la communauté japonaise de Terrenos, au sud-ouest du Brésil. Il ne retourne au Japon qu'en 1984 pour y fonder un centre d'éducation pour jeunes où il leur apprend entre autres la survie en milieu hostile. Onoda revient à Lubang en 1996, plus de 20 ans après son départ de l'île, et sa visite est très contestée. Les familles des Philippins morts sous ses balles, dont d'ailleurs il ne parle pas du tout dans son autobiographie, réclament justice. Une cinquantaine de personnes manifestent devant l'école où l'ancien soldat est venu faire un don. Et finalement, il rentre au Japon pour ne plus jamais revenir aux Philippines. À partir de 1984, il passe 3 mois de l'année au Brésil et le reste au Japon. Hiro Onoda meurt d'un arrêt cardiaque dans un hôpital de Tokyo le 16 janvier 2014. Il avait 91 ans. L'histoire du soldat qui ne voulait pas se rendre a inspiré beaucoup d'œuvres, notamment des films. Mais il ne faut pas oublier qu'Hiro Onoda n'est pas forcément le personnage que l'on aime dépeindre. Même celui qui a écrit ses mémoires en 1974 a publié un autre livre quelques mois plus tard pour donner sa vérité. L'auteur est très clair. Onoda n'est ni un héros, ni un symbole, pas même un homme courageux. Quand l'ancien soldat parle des attaques que lui et son groupe menaient sur les Philippins, il dit qu'il cherchait à étendre son territoire, tout en précisant par exemple qu'il ne mettait le feu qu'aux maisons vides. Pourtant, si on interroge les habitants de Lubang, ils racontent une toute autre histoire. L'un d'eux se rappelle. Les meurtres avaient toujours lieu pendant que les gens travaillaient dans leurs fermes. L'une des victimes a été attaquée par derrière. On a trouvé son corps à un endroit et sa tête à un autre. Parmi les témoignages du même genre, on trouve celui de la famille Viagna. Le 8 mars 1951, Emilio Viagna, 42 ans, est en train de déjeuner quand un coup de feu retentit en provenance de la jungle toute proche. Une balle frappe le fermier à la jambe et sectionne une artère. Les fils d'Emilio, non loin, voient la scène et accourent pour l'aider, mais leur père se vide de son sang. Il succombe à sa blessure. Étant donné les circonstances, le tireur était soit Hiro Onoda, soit l'un des deux hommes encore à ses côtés cette année-là. Emilio Viagna était le grand-oncle de Mia Stewart. Elle raconte que sa mort a eu un effet dévastateur sur ses proches. Les fils d'Emilio ont dû prendre la place de leur père à la tête de la famille bien plus tôt que prévu. Pour aider leur mère et leurs frères et sœurs plus jeunes, ils ont dû arrêter leurs études. Mia, qui depuis a tourné un documentaire donnant la parole aux familles des victimes d'Onoda et son groupe, est catégorique. Il ne faisait pas que tirer, c'était des meurtres très violents qui impliquaient des décapitations et des mutilations des corps. En une phrase, elle résume toute l'ambivalence de cette histoire. On ne saura jamais si Onoda savait que la guerre était finie ou non. Quoi qu'il en soit, il a tué des civils. Les Japonais aussi ont posé des questions de ce genre quand Onoda est rentré au pays. Malheureusement, elles ont vite été emportées par le tourbillon médiatique, puis enterrées. En 2014, Mia Stewart se rend au Japon pour rencontrer Onoda, mais l'homme de 91 ans hospitalisé est trop faible pour la recevoir. Il meurt quelques jours plus tard, emportant avec lui 30 ans passés dans la jungle à continuer une guerre que beaucoup essayaient d'oublier. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ele Sahar, et merci à Lucie qui a prêté sa voix à Mia. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains. Partagez-le, commentez-le, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.